Bienvenue sur Mindset, le podcast qui décrypte l'état d'esprit, les stratégies et les domaines d'expertise d'entrepreneurs de talent. Quand j'ai choisi la voie de l'indépendance, je me suis rendu compte qu'au-delà d'être un bon coach, il fallait aussi que j'apprenne à devenir un bon entrepreneur. Je suis Loïc et toutes les semaines, je recevrai des potes entrepreneurs qui ont déjà fait un bout de chemin, qui ont développé une vision business et une expertise forte et qui ont réussi à se faire un nom. Ils te partageront leur parcours, leurs stratégies, les erreurs qu'ils auraient préféré éviter. Ils te donneront aussi des conseils en lien avec leur domaine d'expertise pour te permettre d'aller le plus loin possible dans ton aventure entrepreneuriale. Mets-toi à l'aise et bonne écoute. Bonjour et bienvenue sur cet épisode de Mindset. Aujourd'hui, je reçois Cédric Costa. Cédric, c'est un petit peu le papa de l'inbound marketing sur LinkedIn et je pense qu'il se présentera bien mieux que ce que je pourrais le faire. Salut Cédric. Salut Loïc, merci de me recevoir. Merci d'avoir répondu à l'appel. Est-ce que je peux te laisser te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore ? Absolument, en quelques mots, très rapidement. Je suis Cédric Costa, je suis freelance en marketing depuis 2020. J'aime documenter mon parcours entrepreneurial sur le podcast Shortcut et dans la newsletter Merlan Free. Et tu connais peut-être mon alter ego James Inbound, car j'aime l'inbound marketing, qui est l'art d'attirer les clients à soi plutôt que d'aller les chercher. Et tu as peut-être vu passer d'autres personnages de mon univers que j'aime beaucoup sur LinkedIn, dont Sgeg le millionnaire peut-être. Yes. Et du coup, tu faisais quoi avant ? Alors, avant 2020, j'avais déjà fait du freelancing. En fait, ma première mission de freelance, elle était en 2017. Par contre, c'était pas du freelancing où je comptais y rester pendant très longtemps. J'ai alterné freelancing et retour en CDI, en fait. En 2017, j'avais des expériences de freelance via des ESN, où là, pour le coup, j'étais sur du freelancing qui était du pur salariat déguisé, on va dire. Enfin, j'étais en présentiel dans des boîtes à la Défense, j'ai bossé pour des grosses boîtes type Natixis, des choses comme ça, sur des formats 2 jours par semaine pendant plusieurs mois. C'était vraiment du pur consulting, mais en tant qu'indépendant. Et en fait, j'alternais ça avec des propositions, des fois que je recevais dans des startups sur des projets qui m'intéressaient. En 2017, c'était ça, c'était alterner les deux. Après, je suis jamais resté très très longtemps dans les startups dans lesquelles j'ai bossé. Je crois que mon max, ça a été 1 an. Et en 2020, c'est le moment où j'allais devenir papa. Donc tu vois, en tant que expérience un petit peu de transformation, on va dire. Et là, je me suis dit, ok, en fait, ça fait plusieurs années que j'enchaîne des boulots en start-up qui me conviennent pas trop. Et c'est le moment, en fait, de sécuriser, enfin pas de sécuriser, mais comment dire, c'est le moment de faire en sorte de faire ce qui nous plaît vraiment. J'avais envie, forcément, tu vois, quand t'es papa, t'as envie d'être un modèle après un peu pour ton enfant. Enfin, en tout cas, t'as envie de pouvoir lui montrer que tu es heureux dans ta vie. Je me suis dit, si je continue à prendre des petits jobs à droite à gauche, ça va pas le faire et je pense que je serai pas hyper épanoui. Surtout que ce qu'il faut savoir, c'est que juste avant de devenir papa, j'avais repris un CDI qui ne s'est pas poursuivi pendant la période d'essai, donc fin de période d'essai, fin de CDI, et moi j'allais être papa quelques mois plus tard. Donc un peu, en gros, panique à bord, à me dire mince, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je recherche encore autre chose ? Ou est-ce que finalement je fais quelque chose que je savais déjà faire avant, que j'ai pas choisi de pousser jusqu'au bout, et je me relance en tant que freelance. C'est pas très risqué, parce que je l'ai déjà fait, j'ai déjà le réseau, ça me permettra d'être à mon propre compte, sachant que je suis devenu un peu inemployable après autant d'expérience. Je dis start-up, mais je suis gentil, plutôt en start-up en fait. Ça marche. Le marketing, il est là depuis le départ ou c'est venu au fur et à mesure ? Alors oui, le marketing est là depuis le tout début. C'est vraiment le métier que j'ai choisi d'apprendre. Par contre, le marketing a évolué. C'est-à-dire que au tout début, je faisais tout le marketing. Quand je dis tout le marketing, s'il y a des personnes qui connaissent un petit peu, il y a du marketing qui va être destiné plutôt du marketing, on va dire B2C, donc qui est du marketing pour des boîtes qui s'adressent à des consommateurs directement. Je donne des exemples, ça va être demain, tu bosses pour une marque de gâteaux, bon, bah, ça va plutôt être du B2C. Je vais également bosser sur du B2B, donc les boîtes qui vendent à des boîtes. Là, l'exemple, ça va être plutôt, je sais pas, des logiciels, par exemple. Donc, un logiciel qui s'adresse à des entreprises de compta, par exemple, ben ça va être plutôt du B2B. J'ai pu bosser sur des problématiques autour d'Internet, autour de sites web, autour de mobile, vraiment on dirait peut-être pas comme ça, parce que c'est du marketing pour les personnes qui sont pas dans le marketing, c'est tout pareil, mais en réalité, il y a des spécificités. Il y a vraiment des spécificités en fonction du boulot. Et aujourd'hui, moi, je me suis spécialisé sur le marketing B2B
Et parmi les grands leviers du marketing, où on peut retrouver le SEO, l'inbound marketing, la prospection, la publicité payante, les partenariats, les RP, enfin tout ça, ça peut aller un petit peu dedans. Moi, je me suis spécialisé sur la branche inbound marketing, qui consiste du coup globalement à créer du contenu pour attirer ses futurs clients plutôt que d'aller les chercher via de la prospection. Hyper intéressant. C'est vrai que tu as une approche quand même qui est très orientée sur le contenu. Produisez de la valeur et puis ensuite diffusez la valeur et laissez les gens venir. Il y a une forme très magnétique dans ton approche du marketing. Ouais, c'est ça. L'idée, c'est que en inbound, en fait, on dit souvent apporter de la valeur avant de vendre. Apporter de la valeur, c'est un terme qu'on entend trop souvent à mon goût, mais bon, c'est quand même, ça parle de dire ça. Il y a cette notion de donner avant de recevoir, en fait. Plus on va montrer son expertise et plus on va réussir à s'adresser et à connecter avec sa cible, plus on va réussir finalement au moment où il y aura une décision d'achat qui sera présente du côté des prospects, à les convaincre. Parce que finalement le job aura déjà été fait en amont. Si tu me connais déjà au moment où tu réfléchis à faire une prestation d'inbound marketing, il y a des chances que tu signes avec moi versus avec quelqu'un d'autre. Parce que même à compétence égale, tu vas prendre la personne que tu connais mieux, tu vas prendre la personne qui t'a déjà aidé, tu vas prendre la personne avec laquelle tu as le plus d'affinité en termes de personnalité. Et donc finalement, tu as déjà un petit peu gagné ton combat si tu te positionnes en amont un petit peu du besoin. Ou en tout cas, si tu es là quand la personne s'interroge, que tu es ce qu'on appelle top of mind. Si quelqu'un, en gros, a besoin de faire de la PNL, et ben, il faut que Loïc, tu sois en prums dans l'esprit des gens. Du coaching, tu vois, pareil. Moi, sur la partie inbound, j'ai envie que quand les gens entendent inbound création de contenu, ils sachent que moi, j'ai un programme qui permet de les aider à le développer, que c'est autour directement de 3 piliers, donc je vais apprendre aux personnes à faire du contenu, que je vais leur apprendre à calibrer tout ça dans un outil de marketing automation, donc avec une brique un petit peu technique, que je vais les aider à amplifier leur contenu pour le rendre visible auprès de leur cible, et que finalement, grâce à tout ça, ils auront créé un système d'acquisition pérenne qui leur permettra de tendre le stylo à leurs futurs clients en rendez-vous. J'aime bien dire ça. L'idée, c'est que quand tu arrives en fin de cycle en inbound, tu es face à des personnes qui te connaissent déjà et tu n'as plus qu'à tendre le stylo, quoi. C'est vraiment anticipé au maximum et automatisé pour faire en sorte que derrière tout le parcours de vente, on soit pas en réaction et dans la préparation du terrain sur je me présente à toi au fur et à mesure, tu me rencontres, que tu le veuilles ou non, mais au fur et à mesure, si tu continues à me lire, c'est potentiellement que tu as un intérêt jusqu'au moment où on va pousser des contenus à différents stades du parcours client. C'est exactement ça. Et pour revenir sur le point de départ en 2020, donc il y a le fait que tu deviennes papa, il y a le fait que tu es un modèle justement à montrer à ton fils, il y a le fait que tu plus forcément bien dans ce que tu fais à l'époque. Il y a eu des résistances à ce moment-là quand tu te dis tiens je vais me lancer en tant que freelance, ou ça s'est fait naturellement pour toi? C'est une très bonne question parce que en fait le truc c'est que moi j'hésitais. Freelancing, entrepreneuriat, c'est quand même synonyme d'insécurité. On va pas se mentir, même si nous maintenant on est dans ce milieu-là, on aime bien ce qu'on fait, etc. On a envie que les gens puissent s'épanouir en tant que freelance, en tant qu'indé. Mais aux yeux de la société, moi je me prenais plein de choses en tête à ce moment-là. C'est que j'allais devenir papa, et pour moi un daron, t'es en banlieue avec un Scénic, un Labrador, un CDI, t'as acheté ta baraque. Enfin, tu vois, tous ces espèces de clichés un petit peu. Moi, j'ai toujours été très indépendant dans ma vie, très en dehors des sentiers battus, mais même moi, du coup, qui avait cet esprit-là, avant de devenir papa, je me suis redit sécurité, sécurité, sécurité. Donc, l'entrepreneuriat et le freelancing n'était pas la première idée que j'ai eue. La première idée, ça a été de très vite retrouver un CDI, parce qu'au moment où j'allais devenir papa, je rentrais de voyage, et je me suis pas dit allez, je me lance en freelance, je vais faire du personal branding sur LinkedIn, tu vois. Je me suis dit on va trouver un putain de CDI et on va s'y coller, et cette fois-ci on va essayer d'y rester le plus longtemps possible. En vrai, voilà, mon mindset c'était ça à l'époque. Il se trouve que quand je me fais dégager du CDI, je me dis, alors truc vraiment pas prévu, enfin bref, mais voilà, je me dis ok, maintenant, là, tu as la preuve que ça ne fonctionne pas pour toi. Tu as plusieurs options. Soit tu retrouves le CDI, un autre, dans une autre startup, mais ça sera le même problème, parce qu'à la fin, tu es en train de répéter les mêmes patterns. Donc, est-ce qu'on n'essaierait pas plutôt de faire différemment, et est-ce qu'on n'essaierait pas de se lancer dans la version la moins risquée de l'entrepreneuriat, à savoir le freelancing? Ce que je n'aurais jamais fait, c'est commencer à avoir une idée de projet, de truc qui peut-être explosera dans 3 ans. Ça, en tant que futur papa, j'aurais jamais fait ça. Jamais, jamais, jamais j'aurais fait un truc comme ça, tu vois. Alors qu'à l'inverse, le freelancing,
t'as déjà tes contacts. Enfin, moi, j'avais déjà pour le coup des contacts. Je savais que dès que je me lançais, mois 1, je commençais à avoir des revenus, en fait. J'étais pas en train j'avais pas besoin de préparer le terrain, j'avais pas besoin de créer une machine inbound avant d'avoir des clients, j'avais pas besoin de faire de la prospection, j'avais même pas besoin spécialement d'aller dans les plateformes, j'ai juste activé mon réseau pour le coup au départ, et c'était très facile de trouver mes premières missions. Et de gagner du coup très confortablement ma vie en tant qu'auto-entrepreneur à cette époque, parce que j'avais recréé un statut auto-entrepreneur. Et c'est après, finalement, que je me suis dit, je suis pas fermé à l'idée de reprendre éventuellement un CDI sur le principe, donc je continue à chercher un petit peu en parallèle. Ce qui est assez drôle, c'est que du coup j'ai closé des clients en freelance suite à des entretiens passés pour des CDI à la base, où à la fin je leur disais ouais non en fait tout compte fait, je pense que je suis mieux en freelance, mais bon si vous voulez, on s'est bien entendu, pourquoi pas bosser ensemble. Donc ça c'était assez drôle, mais voilà j'étais un peu j'étais pas sûr de mon coup en fait, tu vois, j'étais pas sûr à 100% que j'allais faire du freelancing toute ma vie, et même encore aujourd'hui pour être honnête. Enfin moi je sais que tant que ça me plaît et tant que j'aime ce que je fais, tant que je me sens aligné, je continue. Demain, moi je ferme pas la porte définitivement au fait de reprendre peut-être un jour un job dans un secteur un peu différent, tout en gardant ma boîte. Par contre, ça c'est la seule différence, c'est qu'aujourd'hui j'ai la certitude que je garderai ma boîte à côté. Mais tu vois, le format hybride d'avoir sa boîte et d'avoir un job en salarié sur un truc qui te fait kiffer, moi je trouve ça vraiment cool. Je suis pas du tout dans le délire anti-salarié que tu peux voir des fois, tu vois, sur les réseaux et tout. Moi, je suis très freelancing parce que je trouve ça génial et que j'ai envie que les gens qui se lancent dedans puissent y arriver. Par contre, je suis pas anti-salarié. Je pars pas du principe que les gens qui ont un CDI ont raté leur life ou qu'ils sont pas épanouis ou qu'ils voilà. Donc ça, c'est plus pour le petit disclaimer. Il y a vraiment les différents niveaux entre freelancing, salarié, solopreneur, entrepreneur. Comment tu poses la barrière entre freelance et solopreneur? Pour moi, le freelance, bon, enfin, c'est les définitions un peu classiques, hein. C'est freelance, il vend son temps globalement. Moi, quand j'étais freelance pur, moi, je me considère toujours comme freelance. Tu vois, j'ai eu du mal à intégrer le terme solopreneur à mon vocabulaire. Je trouvais ça hyper moche. Maintenant, c'est plus répandu, donc ça va. Mais pour moi, le freelance, il vend son temps. Quand j'étais freelance, en gros, j'avais que des missions de conseil ou conseil accompagnement où je vendais mes journées en gros. Hein, j'étais au TJM. Éventuellement, tu peux être freelance qui vend des prestations au forfait, mais globalement, tu es en train de produire pour tes clients. Quand j'étais notamment, je parlais en 2017 dans des ESN, que j'étais chez des Natixis à la Défense et tout, bon bah en gros, tu fais ton 9-18 chez le client, t'es payé à la fin de la journée, enfin t'es payé à la fin du mois, mais au forfait à la journée. Voilà, ça c'est du pur freelancing pour moi. Tu gagnes très très bien ta vie avec le freelancing parce que tu peux facturer cher. Quand tu as de l'expérience, tu peux facturer très cher. Le désavantage, et ce qu'on entend souvent aujourd'hui, c'est que en échangeant seulement ton temps contre de l'argent, tu n'es pas en train de pouvoir créer des effets de levier sur le futur. C'est là que tu bascules sur ce qui va s'appeler du coup le solopreneur maintenant, qui est très répandu comme terme. Moi, j'ai toujours préféré le terme hyper freelance, qui est un terme en gros qui t'explique que tu fais d'abord du conseil pour prendre un max d'expérience, que tu vas documenter via du contenu ton expérience pour prendre encore plus d'expérience, traiter un petit peu, on va dire, les objections, faire en sorte d'attirer des clients à toi, etc. Et la step d'après, c'est que tu vas créer un produit qui va être soit une formation en ligne ou un SaaS ou un logiciel ou ce genre de choses qui va te permettre de pouvoir accélérer et finalement de capitaliser sur ton expérience et sur ton audience pour créer un produit dit scalable qui va pouvoir te permettre de gagner des revenus en décorrélant le temps que tu vas passer sur la production. Donc en gros, freelancing égale, tu peux faire un très très gros chiffre d'affaires annuel en vendant beaucoup de jours. Donc si tu as un bon système d'acquisition client, que tu as constamment des missions et que tu sais faire et que tu sais vendre 4-5 jours par semaine de freelancing à 600, 700, 800, 1000 euros de TJM, tu fais le calcul, tu vas avoir un très très bon chiffre d'affaires à la fin. Ouais. Ce que les gourous du solopreneuriat te diraient, c'est que tu risques d'être un peu dans une rat race du freelancing. Donc en gros, que tu vas être en train de courir après ton chiffre d'affaires sans jamais vraiment créer d'actifs et d'assets pour la suite. À l'inverse, si tu choisis la voie de l'hyper freelancing et du solopreneuriat, tu vas pouvoir continuer peut-être à faire du freelancing parce que c'est intéressant quand même, mais peut-être que par exemple ta semaine elle ressemblera à 2 jours au TJM, un jour où tu vas faire que de la production de contenu et 2 autres jours où tu vas bosser sur ton programme de formation ou sur la création de ton logiciel SaaS.
C'est un peu ça pour moi la différence entre les deux. Et je précise qu'il n'y a pas, selon moi, de modèle meilleur qu'un autre. Il y a des freelances qui font que du conseil, qui s'en sortent extrêmement bien. Moi, j'ai choisi une voie un petit peu hybride, où j'aime bien la partie contenu, j'adore ça. Donc en fait, vu que ça me plaît, j'en fais. Je vois que ça commence à prendre niveau audience. Je sais qu'un jour, je pourrais encore plus capitaliser sur mon audience que ce que je fais maintenant. Je sais pas encore trop comment ça se fera. Moi, j'aime bien être dans l'impro. Je navigue un peu à vue par moment. Et du coup, ça me correspond bien personnellement, ce format-là. Je sais que j'ai réussi à condenser toute mon expérience de conseil, tout plein de trucs que j'ai pu faire avec des clients dans un programme en ligne qui aujourd'hui, à l'heure où on se parle, en fin avril 2024, est le produit que j'espère, en lequel j'ai le plus confiance et potentiellement le produit scalable qui fera que je vais être bien sur les prochaines années à venir. La réalité, c'est qu'on n'en sait pas grand-chose avant d'avoir vécu le truc. Pour l'instant, moi, j'ai lancé un programme qui fonctionne hyper bien avec, tu vois, des cours en ligne, des exemples, des tutos, des templates, des lives, une communauté, un truc sur 1 an pour aider les freelances du coup à pérenniser leur acquisition client grâce à l'inbound. Aujourd'hui, ça marche très très bien. Dans 1 an, on verra ce que ça dit. Tu vois, on peut pas avoir ce genre de certitude. Je pense que le solopreneur, il y a un côté un peu test and learn. Tu vas tester de nouveaux trucs, tu vas tester de nouvelles offres. On parle souvent dans le champ lexical du solopreneuriat, tu vois, de diversification des sources de revenus. Donc, c'est des personnes qui vont être en mesure de très vite comprendre un besoin identifié sur le marché, de lancer une offre pour voir si ça permet d'y répondre. Si ça fonctionne, si ça scale, on continue, on met tout le paquet dessus. Sinon, next, on passe à autre chose. Il y a un côté un peu mercenaire, beaucoup plus mercenaire pour moi dans le solopreneuriat que dans le freelancing, finalement. Clairement. On saisit l'opportunité, en tout cas on écoute, on teste et puis ça marche parfois. En 2020, tu avais une idée de là où tu en serais aujourd'hui. Est-ce que ça ressemblait à ça, tu vois, ta vision à 4 ans en 2020? Franchement, tu m'avais dit en 2020 que déjà que je posterais sur LinkedIn, je t'aurais dit mais pourquoi je ferais un truc comme ça, je suis pas un teubé, tu vois. Si tu m'avais dit que que j'aurais un podcast, une newsletter, je t'aurais dit création de contenu, je sais pas de quoi tu me parles. Si tu m'avais dit que j'aurais un programme en ligne, je t'aurais dit t'es sérieux, enfin genre moi je suis devenu quelqu'un qui vend des formations, c'est pas possible. Si tu m'avais dit que j'aurais fait 3 années consécutives à 100 000 euros de chiffre d'affaires, je t'aurais dit moi tout seul avec mes petites mains, je sais faire ça. Donc non, franchement, j'avais pas du tout prévu le truc. Et à côté de ça, je pense que c'est aussi ce qui fait que ça a fonctionné. Parce que je pense que moi en tout cas, je fonctionne comme ça. Si j'ai trop d'attentes, si je me fixe des objectifs trop élevés, finalement, ça peut être décourageant. Moi, j'ai plus une philosophie où issue aussi de ma pratique des arts martiaux, où je sais que ça va être compliqué en fait, mais il faut juste avancer. Je pars jamais du principe que les choses vont être faciles. Je sais que ça va être dur, mais je les fais progressivement et je fais confiance finalement un peu au process. C'est un peu le truc d'américain. Je fais un peu confiance au process, le growth mindset. Tu vois, je fais confiance que si je fais un peu chaque jour, en fait, ça fonctionnera. Et ça, je sais que je sais faire. Avoir des gros objectifs et charbonner vraiment sur du très court terme pendant hyper longtemps, bah moi, c'est un choix. Enfin, j'ai choisi de ne pas faire ça parce qu'aujourd'hui, en tant que papa, j'ai envie de me préserver et j'ai envie d'avoir mes priorités selon mes priorités en tout cas à moi, selon ce que mon système de valeurs et tout, mes priorités au bon endroit. Par contre, je sais que je sais faire un peu de choses efficientes chaque jour sur du très long terme pour là vraiment voir des effets cumulés. Ça, je sais faire et ça, c'est ma manière de bosser en fait aujourd'hui. Et c'est ce qui fait, tu vois, que 3 ans, 4 ans plus tard, bah, j'ai lancé un podcast avec une cinquantaine d'épisodes, une newsletter avec une cinquantaine d'éditions. J'ai fait 4 éditions d'un bootcamp autour de l'inbound marketing, j'ai lancé une petite formation en ligne, j'ai lancé un programme en ligne vachement plus balèze, j'ai monté une audience de 12 000 sur LinkedIn, j'ai aujourd'hui plus de 2000 contacts sur ma newsletter Merlan Free, au total j'ai une base mail avec à peu près 4000 adresses dedans, enfin tu vois, et en fait ça s'est fait avec le temps quoi. C'est pas un truc qui s'est fait naturellement, c'est pas un truc qui s'est fait d'un seul coup. J'ai pas fait un truc viral qui m'a tout rempli d'un coup. Ça, je sais pas faire, tu vois. Je sais pas faire un truc viral qui me ramène 10 000 abonnés d'un coup. Par contre, je sais aller en chercher 2000 par an. Voilà. Yes. Il y a vraiment le côté très progressif. Finalement, bah, on en fait un petit peu tous les jours, si c'est dans la bonne direction, si c'est en lien avec ce qu'on faisait avant. Tu sais identifier les principaux déclencheurs sur le chemin, les points de passage principaux où tu t'es dit, tiens, j'ai franchi un step. Bah, en fait, j'ai envie de te dire, et là, tu vois, on arrive sur ton concept mindset à fond, parce que je me rends compte que j'ai passé des steps avec du recul. Et en fait, sur le moment, si tu me poses maintenant, je suis en train de travailler dessus, mais je vais arriver au bout de mon raisonnement. Mais en gros, je suis jamais satisfait de ce que je fais.
Maintenant, j'arrive de plus en plus à prendre du recul et à me dire, pas la semaine que j'ai passée, je suis hyper content, j'ai avancé sur des objectifs. Mais le problème qu'on a, en fait, en tant que freelance, en tant qu'entrepreneur, c'est que la to-do list ne se termine jamais finalement. Tu peux jamais dire j'ai fini. Tu vois, tu auras toujours plus de contenu à créer, tu auras toujours plus de CA à aller chercher, tu auras toujours plus de choses à faire pour tes clients, enfin quand tu as des clients. Tu peux pas vraiment te dire que c'est terminé. Un peu comme dans la vie finalement, tu peux jamais te dire que tu as fini de progresser. Tu as toujours des trucs à apprendre. Et en fait, quand tu es entrepreneur, le problème c'est que tu as déjà ce mindset-là d'être dans une curiosité, dans une envie d'apprendre, dans une envie de te dépasser, de faire mieux. Donc, si tu sais pas mettre des limites et te satisfaire de ce que tu as déjà fait et d'apprendre à mettre les choses petit à petit dans ta to-do et d'apprendre qu'en fait tu vas pas pouvoir tout faire d'un coup, de choisir tes priorités et tout, c'est hyper difficile. C'est hyper difficile. Et je te dis pas que maintenant je sais le faire, mais je te dis que j'ai fait quand même mon petit travail pour arriver à le faire de mieux en mieux, à être de plus en plus aligné dans mes journées, dans mes semaines. Moi, j'aime bien me dire aujourd'hui, par exemple, voici ce que j'aimerais avoir accompli à la fin de la semaine. Je me donne 2-3 grosses tâches qui me feraient me dire le vendredi, on a avancé tous les deux là sur ce qu'on cherche à faire sur du long terme. Donc c'est très cool et maintenant on accepte qu'on ferme l'ordi et qu'on passe à autre chose pour le week-end et qu'on reprendra un peu plus tard. J'arrive à le dire maintenant. À l'époque, quand je lançais du podcast, j'arrivais même pas à bénéficier en fait de la satisfaction d'avoir lancé quelque chose, que j'étais déjà dans la suite, qu'est-ce que je vais faire ensuite, comment je fais pour le développer encore plus. Et ça, je trouve que ça, pour le coup, c'était assez toxique, tu vois. Pour moi, c'était assez toxique de pas réussir à me dire, je fais une pause, je regarde le chemin parcouru et je suis fier de ce que j'ai accompli. J'étais toujours en train de regarder devant et en plus devant, le problème c'est que t'avais encore des putains de montagnes à chaque fois à aller escalader parce que en vouloir toujours plus, en vouloir toujours plus. Là aujourd'hui, j'essaie vraiment de me calmer par rapport à ça, de me focus sur certains petits objectifs et de me dire que je fais confiance du coup au process pour me dire qu'en fait à force quand tu mets un pied devant l'autre, t'avances quoi. Et la montagne, eh ben t'auras escaladé ton truc, tu peux gravir des sommets en faisant les choses étape par étape. Mais avec cette espèce de reconnaissance de la vie que j'ai la chance de pouvoir mener grâce au fait aussi de m'être sorti les doigts et d'avoir créé ma vie d'indé, à l'équilibre pro perso que je peux avoir, parce que du coup moi je pense toujours au boulot, mais je sais quand même déconnecter quand je suis dans des moments notamment avec mon fils, voilà. Et ça c'était un travail vraiment franchement de longue haleine, parce que je t'aurais pas du tout dit ça il y a 3 ans. Yes. Et on le retrouve beaucoup, surtout sur les phases de démarrage, où les entrepreneurs se disent tiens, maintenant il faut quand même que je retrouve une forme de sécurité. En fait, si je bosse pas, ça va pas tomber. J'aimerais bien que ça aille plus vite pour pouvoir trouver une nouvelle stabilité. Mais en fait, on cherche toujours l'équilibre pro-perso d'après, dans l'instant présent, et on se dit finalement, est-ce que j'en ai assez? Et réussir à sortir la tête de l'eau pour se dire, tiens, où est-ce que j'en suis maintenant de mon équilibre? Est-ce que je suis pas en train de me mettre plus de pression que ce que j'avais quand j'étais salarié, que j'ai frôlé 2-3 fois le burn-out? Est-ce que je suis pas en train de me mettre une pression que je sais pas gérer? Et est-ce que c'est vraiment le mode de vie que je visais quand je me suis lancé en indep? Mais en parallèle, il y a toujours ce besoin de retrouver un point de sécurité, un point de c'est assez, je suis assez gros maintenant pour avoir une forme d'inertie, une forme d'élan dont je peux profiter. Et c'est bien gérer les phases d'accélération au départ pour se rassurer, parce que si on n'est pas rassuré, si on n'est pas en sécurité, c'est hyper compliqué de se dire tiens, je peux ralentir. Parce que on ralentit, ouais, mais pourquoi? Tu vois, si on n'a pas pour l'instant les moyens de ralentir, et en même temps réussir à gérer le rythme, tu vois, pour se dire en fait c'est peut-être la vitesse d'un sprint que je vise, mais il faut quand même que je tienne sur la durée d'un marathon. Ouais, ça m'évoque plein de choses que tu dis et t'as raison. Je pense que tu peux te permettre de ralentir quand t'as des revenus stables en fait. Et la réalité, c'est que en tant qu'entrepreneur, même quand tu arrives à atteindre des revenus stables, ce qui est déjà quand même une fin en soi, parce que c'est pas évident d'arriver vraiment à stabiliser des revenus, tu vas toujours avoir d'autres idées en tête et finalement, on n'est pas si différent que le modèle où quand tu gagnes plus en tant que salarié, tu vas vouloir augmenter potentiellement ton niveau de vie, tu vas vouloir aller plus loin. C'est un peu pareil. Et là, si tu te rends compte que ton truc fonctionne bien, je sais pas, t'as ton audience qui grossit, t'as de plus en plus de demandes de clients, tu vas naturellement commencer peut-être à augmenter tes tarifs, à vouloir te structurer différemment, peut-être même à recruter pour te faire aider, peut-être même à créer de nouvelles choses pour éviter de laisser de l'argent sur la table quand certaines personnes te disent que ton produit par exemple est trop cher, tu vas aller créer ta mini formation. Enfin, tu auras toujours en fait, et vu que tu es à la recherche de ce genre d'opportunités à la base aussi, quand t'es dans ce game un peu du freelancing, de l'entrepreneuriat, tu vas aller voir en fait les choses qui se passent et tu vas voir les signaux et tu vas avoir envie potentiellement de les tester. Donc tu seras jamais vraiment j'allais dire satisfait, mais c'est pas le mot. T'auras jamais fini. Par contre, tu peux choisir d'être satisfait avec ce que tu es en train de mettre en place
en étant dans le présent pendant que tu construis ta vision dans le futur. J'avais vu une conf d'un gars de Main Valley, Vichen, je sais plus comment, qui parle de ça, et pour lui c'est ça l'état de flow. L'état de flow, tu sais, on en parle souvent enfin il y a plein de gens qui ont fait des théories sur ça. Pour lui, l'état de flow, c'est quand tu es bien dans le présent avec une vision claire de ce que tu veux dans le futur. Et en fait, si tu arrives à être dans cet état-là d'être quand même conscient que ce que tu fais, ça te fait avancer vers tes objectifs, tout en le faisant bien, en étant serein, en n'étant pas stressé, en arrivant à profiter du temps avec tes proches, pour moi, ça c'est ça la vraie victoire. Par contre, penser que tu auras terminé un jour ou que tu pourras purement ralentir un jour avec quelque chose qui tombe tout seul et tout. Enfin, je sais pas, moi aujourd'hui, j'y crois pas trop. Et même demain, tu vois, je te donne un exemple. Moi, j'ai mon programme en ligne où potentiellement, je peux me réveiller un matin et j'ai fait 40 ventes et en fait, je viens de faire 40 000 euros de chiffre d'affaires. Bon, ça s'est encore jamais passé comme ça. Mais techniquement, en tout cas, on en est à ce stade-là. Mais demain, même un truc comme ça se passe, je serai hyper content, mais je passerai à la suite. Je me dirai, OK, qu'est-ce que je fais maintenant? Comment je me structure? Parce que c'est aussi devenu un style de vie et un mode de vie. Moi, aujourd'hui, j'ai une routine que j'ai la chance de chérir avec des semaines un petit peu éparpillées parce que je suis papa célibataire. Donc, j'ai une semaine où j'ai mon fils où je vais être complètement dédié à mon fils, je vais beaucoup moins bosser. La semaine où j'ai pas mon fils, je sais que je vais beaucoup plus bosser, je vais beaucoup plus faire mon sport. Et en fait, pour moi, des journées comme ça, c'est des journées victoires. Quand je suis une semaine avec mon fils, une journée où je bosse 2 heures pour avancer vers mes objectifs et où je joue 3 heures avec mon fils et où on passe des bons moments ensemble et où je fais une petite séance de sport, en fait, il y a pas besoin de beaucoup plus. Tu vois, j'ai pas besoin d'être dans une quête constante de plus au quotidien. Par contre, je sais que j'ai cette vision sur du long terme qui fait que même si demain j'arrive à faire 40, 50, 100 ventes d'un coup, je vais me demander ce que je vais faire de tout ça. Et je vais quand même avoir envie de construire d'autres projets. Je vais avoir envie peut-être d'être sur un achat immobilier, des choses comme ça. Et quand j'aurai fini tout ça, j'aurai envie d'aller apprendre autre chose. Moi, je suis passionné de langues, d'arts martiaux. Encore une fois, les arts martiaux, c'est un truc qui se termine jamais. Les langues, ça se termine jamais. Tu peux pas dire que t'as terminé, même quand tu parles très bien anglais, t'as toujours des trucs à apprendre. En arts martiaux, t'as toujours un truc à apprendre. D'avoir une ceinture noire, c'est que le début. La plupart des gens qui ont leur ceinture noire, moi je fais du jiu-jitsu brésilien, en fait, s'ils continuent à avoir cette curiosité et des yeux pétillants de gamins qui continuent à apprendre tous les jours, tu vois. Tu peux pas arriver à te dire, si ton but c'est de te dire un jour j'aurai plus rien sur ta to-do, je pense que tu seras malheureux dans la vie. Enfin, en tout cas, moi, je sais que je pourrais jamais arriver à me dire ça, et je pense pas que ce soit une fin en soi d'arriver à se dire mon but c'est de plus avoir rien à faire, tu vois. Au contraire, si tu arrives à intégrer dans tes journées des projets qui te font du bien, à la fin c'est ça la victoire. Il y a 2 points hyper intéressants, c'est finalement est-ce que c'est drivé par le besoin ou est-ce que c'est drivé par l'envie? Au départ, en général, on a tendance à être un peu drivé par le besoin quand on se lance dans quelque chose de nouveau, mais c'est se dire, tiens, je peux kiffer suffisamment le chemin. Ok, il y a les prochains points de passage, mais la destination, pour l'instant, c'est ok de pas savoir. Et encore une fois, le jour où on arrive, c'est probablement qu'on est mort. Tu vois, c'est mon prof d'arts martiaux quand je faisais du kendo qui me disait, en fait, on arrête de progresser le jour où on meurt. Et c'est vraiment ça, se dire, tiens, finalement, il y a toujours un après, et c'est ce qui fait d'ailleurs que ça reste vivant. C'est ce qui permet de garder du mouvement. Si tu devais comparer ton parcours à un jeu vidéo, à un livre, à une série ou à un film, ça ressemblerait à quoi? Waouh, euh, c'est chaud comme question. C'est très chaud comme question. Moi, je pense assez naturellement à un de mes bouquins préférés qui s'appelle Siddhartha. Ça peut paraître un peu bizarre, je sais pas comment ça va être interprété comme comme réponse, mais enfin en tout cas c'est une histoire un peu de transformation quoi, d'un gars qui évolue dans la vie en se rendant compte que on peut avoir différents types d'expériences en se remettant constamment en question. En restant curieux, en choisissant de vivre des expériences, de pas céder à la pensée un petit peu commune. Enfin, moi, je trouve que ça me correspond bien et ça correspond bien globalement aux personnes qui sont comme nous, qui ont choisi un petit peu cette voie. Siddhartha, qui est un bouquin de Hermann Hesse, qui est un prix Nobel de littérature, donc très très agréable à lire en plus. Il y a un côté spirituel que j'aime beaucoup et dans lequel je pourrais pas dire que je me reconnais parce que moi niveau spiritualité j'en suis pas du tout au niveau de ce personnage qui en plus croise la route du Bouddha en Inde et qui trouve l'éveil à la fin du livre et tout, mais en tout cas sur la démarche du parcours, des interrogations que ce protagoniste a, moi ça me parle énormément en tout cas. Trop bien. Il y a ce côté chez les entrepreneurs, on sort des sentiers battus et on défriche, on construit presque notre propre chemin.
Ah bah ouais, bah là, enfin ouais, donc déjà je pense que c'est le cas. Ce qui est beau d'ailleurs, c'est qu'il y a 10 000 manières d'entreprendre. Enfin aujourd'hui, je pense que il y a plus, on voit plus trop de discours où des personnes vont t'expliquer qu'il faut faire ci, ça, exactement comme ça. Je pense que tout le monde est conscient que c'est à toi de trouver ta propre voie. Même ce qu'on disait par rapport au freelance, solopreneur. Enfin, tu vas avoir, admettons que tu choisisses la voie de l'hyper freelancing, le curseur à mettre entre le conseil, le produit et le média, ben, t'as des gens qui vont être 90-10, t'en as qui vont être, enfin, en gros, t'as une infinité même de possibilités de pouvoir entreprendre, et c'est ce qui fait que c'est ce qui fait que c'est magnifique. Même pour moi, dans la partie marketing, t'as des milliers de manières d'être marketeur. En inbound, t'as des milliers de manières de construire ta machine inbound. Enfin, moi, j'ai pas du tout j'ai envie d'arriver avec, en fait, une méthode qui fonctionne et que les gens s'approprient, mais que derrière, enfin, voilà, que les personnes, en fait, l'intègrent, mais s'approprient à leur manière, tu vois. Et je pense que dans ce bouquin et dans le parallèle que je fais avec, avec Siddhartha, c'est exactement ça. C'est que le gars, en gros, c'est un fils de brahman. Il naît dans un contexte où on lui dit, ben voilà ce qu'il faut penser du monde et de la vie. En gros, c'est ça, quoi. Et lui, il fait, bah ouais, non, je suis pas trop chaud. Je vais plutôt aller faire ça. Donc, il suit d'autres personnes. Après, il se rend compte que finalement, bah, il y a des choses qui lui conviennent pas dans cette doctrine. Alors, il va essayer d'en suivre une autre. Et puis finalement, il va créer la sienne, quoi. Et c'est un peu ce qu'on est en train de faire au quotidien. C'est un peu ce qu'on est en train de faire au quotidien, de créer des nouveaux chemins, et toujours avec cette humilité de pas considérer que notre chemin est meilleur, en tout cas, que les autres. Enfin, moi, pour moi, c'est important. Et c'est ce qui se passe aussi dans le cadre de ce personnage Siddhartha, c'est qu'il a conscience que chacun est en fait en train de chercher son propre chemin. Tu vois, il est pas en train de chercher à imposer sa vision du monde aux autres. Et d'ailleurs, ça l'agace pas mal quand on essaie d'imposer sa vision du monde aux autres. Et il le prend avec Tu beaucoup m'étonnes. d'accolade. Les 3 meilleurs conseils que tu donnerais à toi d'il y a 3, 4 ans? Les 3 meilleurs conseils que je donnerais au Cédric d'il y a 3 ou 4 ans, du coup, qui se lançait, j'ai envie de dire que ça va bien se passer, déjà. Ça, c'est hyper important. Ça va bien se passer à condition d'y aller étape par étape. Je lui dirais aussi de garder en tête ses priorités, qui sont d'avoir une vie professionnelle épanouie, bien sûr, mais c'est pas du tout ça le but du jeu, de la vie, pour moi, de faire que de bosser. Donc je lui dirais, tu vas voir que tu vas arriver dans un monde passionnant. Toi, en plus, qui est curieux, tu vas adorer les possibilités à explorer en tant qu'entrepreneur, mais souviens-toi que la vraie vie n'est pas là. Elle est elle est dans tes relations, dans le fait de passer du temps en tant que papa avec ton enfant, de voir ta famille, de te développer aussi humainement, spirituellement, sportivement, tout ça, parce que je pense qu'on peut très vite tomber dans le piège si on n'a pas d'autre chose pour nous nourrir en fait dans la vie, que ce soit une distraction comme beaucoup d'autres, une diversion même comme beaucoup d'autres, de plonger tête baissée dans le cycle effréné de l'entrepreneuriat et des projets qui s'enchaînent, des to-do qui ne se terminent jamais. Voilà, je lui dirais ça principalement. Les principales difficultés, les principaux freins que tu rencontres chez tes clients aujourd'hui qui doivent mettre en place une machine inbound? Ouais, ça, il y en a beaucoup. Alors, les principaux freins que je rencontre chez les personnes qui veulent mettre en place une machine inbound, c'est que, et ça, c'est de ma faute pour le coup. Enfin, c'est de ma faute, c'est de la faute de tous ceux qui font de l'inbound, c'est qu'on n'a jamais réussi vraiment à bien expliquer le truc de manière simple. En fait, la réalité, c'est que c'est complexe parce que créer sa machine inbound, la réalité, c'est que c'est difficile. Ça va demander de l'énergie, ça va demander du jus de cerveau. Il y a une partie contenu, il y a une partie technique, il y a une partie où il faut connaître les différents leviers du marketing digital. Donc pour beaucoup de personnes, c'est une montagne insurmontable. C'est notre rôle, je dis nous, personnes qui font de l'inbound, à la fois les outils de marketing automation, les freelances, les entrepreneurs, les marketeurs en général, d'arriver à démocratiser un petit peu ces concepts-là et à les décomposer pour faire en sorte que les personnes en face ne se disent pas que c'est insurmontable. Moi, j'estime à mon échelle aujourd'hui que j'ai réussi un petit peu à le faire avec mon programme, où en gros, je vais te donner des étapes claires et actionnables pour que tu puisses y arriver, te dire peut-être de créer dans un premier temps quelque chose d'assez simple, puis de le garnir au fur et à mesure. Le frein principal, enfin tu vois, et l'obstacle principal, c'est ça, c'est que les personnes ont l'impression qu'elles vont pas y arriver, que ça va être trop compliqué pour elles, alors qu'en réalité, une machine inbound très très simple, tu vois, si je dois là l'expliquer en 2 secondes, c'est de faire en sorte que, au lieu de parler directement à un prospect en lui disant coucou, j'ai un truc à vendre, achète ma solution, on en discute lors d'un rendez-vous de 15 minutes en ligne, alors qu'on se connaît pas, ben ça va être plutôt de lui proposer une ressource gratuite pour l'attirer, pour lui apporter de la valeur. Ensuite, une semaine après, lui envoyer un cas client pour lui montrer que
ce que tu lui as raconté avant, ça s'applique concrètement sur des gens qui lui ressemblent, et ensuite seulement une semaine après, de lui proposer de discuter au téléphone ou en visio. Et en fait, la démarche est complètement différente. Et à partir de là, dès que tu as ce petit tunnel-là qui est en place, tu vas pouvoir commencer à le garnir davantage, tu vas pouvoir rajouter des contenus, tu vas pouvoir améliorer et renforcer la phase où tu vas lui envoyer du contenu gratuit, tu vas pouvoir ajouter de nouveaux cas clients, tu vas même pouvoir demain connecter plusieurs machines pour faire en sorte de cibler plusieurs profils, pour ajouter plusieurs offres, etc. Mais à la base, le frein, c'est de se lancer, comme pour beaucoup de monde. Moi, j'ai beaucoup de monde qui me dit je vais venir dans ton programme et je vais mettre à l'inbound, mais d'abord, il faut que j'aille trouver des clients. Et en fait, ça me fait rigoler parce que ça veut dire que c'est de ma faute, c'est que j'ai ultra mal communiqué puis que j'ai pas encore craqué le truc. Mais si les gens pensent que l'inbound ne permet pas de trouver des clients, même rapidement, ou que c'est pas quelque chose qui permet de vendre et qu'ils ont l'impression qu'ils doivent venir vendre, enfin qu'ils doivent d'abord vendre et qu'ils feront de l'inbound ensuite quand ils auront fait tout le reste, en gros que c'est tout en bas de leur to-do, c'est aussi que j'ai raté quelque chose dans ma com, parce que la vérité, c'est que l'inbound te permettra justement de pérenniser ta croissance dès le départ. Donc tu trouveras pas ton client jour 1 avec l'inbound, parce qu'il faut quand même le temps qui se nurture un tout petit peu, donc qui passe, qui soit confronté à tes différents contenus, etc. Donc potentiellement moins rapide, effectivement, que la prospection, si tu as besoin d'un client là tout de suite, ce soir ou demain. Par contre, si tu te donnes un mois pour trouver tes clients, je suis sûr que, enfin moi, en tout cas, j'en suis convaincu et je l'ai fait et ça a été éprouvé dans mon cas, que l'inbound va être une stratégie plus efficace pour te garantir d'avoir des clients qui sont exactement dans ton cœur de cible et surtout qui correspondent à tes valeurs et à ta personnalité. Donc de se garantir en fait d'avoir des clients qui ne seront pas des clients relous, parce qu'en fait, vu qu'ils ont été exposés à ton contenu, à ton expertise, à ta personnalité, ceux qui n'aiment pas tes blagues, ceux qui n'aiment pas ta manière d'exprimer les choses, ceux qui n'aiment pas ta pédagogie, en fait, tu vas les faire fuir dès le départ. Donc, il te restera à la fin que les personnes qui sont vraiment intéressées par ta méthodologie et par ta manière de voir les choses, et même ta manière de voir le monde de manière générale. Yes. Ça implique de laisser transparaître un morceau de personnalité, finalement, dans ton contenu aussi, histoire que derrière la relation d'humain à humain se construise déjà à travers le contenu que tu fournis. Ouais, carrément. Et ça, c'est une partie qui est difficile, et le curseur à mettre est compliqué aussi entre ce que tu as envie de partager et ce que tu as moins envie de partager, les traits de personnalité que tu as envie de laisser transparaître ou non. Moi, personnellement, j'ai choisi à la fois de partager beaucoup et en même temps pas beaucoup, parce que je partage beaucoup moi sur le côté pro, je vais partager beaucoup de traits de personnalité, on va dire, notamment je sais pas, avec le fait que j'aime bien faire des jeux de mots, j'aime bien l'humour, je prends beaucoup de choses, enfin je suis sérieux dans ma manière de voir les choses, mais je prends pas les choses très au sérieux, dans le sens où j'aime bien l'autodérision et tout ça. Donc ça, j'en dis beaucoup sur moi à travers mon comportement et ma manière d'exprimer les choses, mon style d'écriture et tout. Et à côté de ça, moi je choisis de pas dire beaucoup de choses non plus, parce que je parle très peu de ma vie perso. Enfin tu vois, je t'ai dit que j'avais un enfant, bon t'as compris 2-3 trucs, mais globalement voilà, moi je vais pas mettre de photos de mon fils sur LinkedIn, je vais pas te dire où je pars en week-end sur des stories Instagram. Donc tu vois, je partage énormément, et il y a des gens qui peuvent se dire le mec il partage toute sa life, mais je partage moins que tu vois, certains potes, ne serait-ce qu'ils disent où ils sont le week-end. Moi, tu sais jamais où je suis, quoi. Tu vois, tu sais que je vis à Lyon si tu vas voir mon LinkedIn, mais tu sais pas ce que j'ai fait le week-end dernier, parce qu'en fait je suis pas non plus en train de raconter ma life comme ça. Donc c'est à toi de savoir jusqu'où tu veux aller. Je dis pas que l'un est bien ou pas bien, je dis juste que c'est chacun un peu son style par rapport à ça. J'ai commencé à faire pas mal de photos et tout. Enfin, j'ai envie de montrer un peu ma tronche là ces derniers temps, parce que je pense que ça va renforcer le lien que j'ai commencé à créer juste par écrit avec une audience. Tu vois, le fait d'avoir des fois ta voix dans des podcasts, d'avoir ta tronche dans des vidéos, d'avoir ta tronche sur des photos, je pense que ça crée quand même un côté un petit peu cool. En tout cas, je suis en train de tester ça, et ça me va. Jusque là, ça me va. Mais après, je sais qu'il y a des choses que je ne ferai pas sur Internet. Enfin, je reste quand même j'ai quand même envie de rester prudent. Je trouve qu'il y a un côté où j'ai pas non plus envie de te raconter toute ma life en ligne. Par contre, je pense que c'est important de le faire un minimum si tu veux justement attirer des personnes qui te ressemblent et créer ta petite tribu aussi finalement. Parce que moi, je trouve que ce qui est génial avec l'inbound, et notamment maintenant que j'ai créé le programme et que je m'adresse à d'autres freelances, d'autres solopreneurs, c'est qu'en fait, on est en train de créer une communauté de dingue avec que des gens qui se ressemblent, qui vont pouvoir s'entraider, qui vont pouvoir se serrer les coudes. Et ces personnes-là, je les aurais pas attirées chez moi si j'avais pas montré un peu qui j'étais. C'est vraiment gérer les différents niveaux de diffusion, à la fois le trait public, le trait privé, et gérer une visibilité aussi à différents niveaux.
Ouais, c'est carrément ça. Mais tu vois, pour te dire, il y a des choses que je vais pas montrer en public pur, c'est-à-dire sur des posts ou des choses comme ça. Par contre, dans mon parcours là, depuis que je me suis lancé en freelance, j'ai noué des relations et des amitiés avec d'autres personnes qui sont freelance. Et ben, ces personnes-là vont savoir forcément beaucoup plus sur ma vie. Ça, c'est devenu des amis. Et à ces personnes-là, je vais envoyer des photos avec mon fiston. Enfin, on va, tu vois, voilà. Donc ça, après, Internet m'a quand même permis de créer de créer des liens avec des personnes. Que j'aurais potentiellement jamais rencontré par ailleurs parce qu'on vit dans des villes différentes, mais le fait d'avoir des objectifs de vie similaires, d'être à des étapes de vie similaires aussi, parce que forcément ben, j'ai eu beaucoup connecté avec d'autres personnes qui sont parents également, et ben ça ne se serait pas fait sans LinkedIn, la création de contenu, le monde du freelancing, les différentes formations qu'on va suivre mutuellement où tu rencontres des gens qui sont au même niveau que toi et qui ont les mêmes ambitions que toi pour progresser, et ça crée quand même des liens, je trouve, très très forts. Le fait d'avoir cette vision commune autour de notre vie professionnelle et d'avoir choisi quand même un chemin de traverse, quoi. On est moins représenté en France en tant qu'entrepreneur qu'en tant que salarié. Donc forcément, il y a un petit côté où on a envie de se serrer un peu les coudes et de parler à des gens qui nous ressemblent parce que forcément, on est moins exposé à des gens qui nous ressemblent en tant qu'entrepreneur. C'est exactement ça. À une époque, on choisissait justement les gens avec qui on bosse, les gens avec qui on échange en fonction de la localisation géographique. Maintenant, on a ce luxe quand même avec Internet de pouvoir le choisir sur la base de valeurs communes, sur des énergies qui se rejoignent autour de formations ou de personnalités, qui font qu'on a plus de choix, je trouve beaucoup plus de liberté pour trouver, pour créer son écosystème de collègues réguliers, de collègues, de partenaires, de points de support. C'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est rencontrés tous les deux au départ, hein. C'est finalement, tiens, on n'est pas d'accord avec le système établi. On a envie de jeter un pavé dans la mare, de créer quelque chose, de porter une vision, de construire un mouvement. Et même si on fait pas du tout la même chose, il y a quand même pas mal de valeurs communes qui ont fait que justement, bah, on s'entend bien quand même sur pas mal d'aspects et que derrière, ça génère des espaces d'échange comme celui-ci. Carrément d'accord avec toi. Ouais. Aujourd'hui, si tu devais identifier ton super pouvoir, le truc qui fait que c'est toi qui l'as, pas les autres, qui te permet soit de débloquer les clients, soit d'avoir une expertise hyper pointue. Bah, quand tu m'as dit super pouvoir, ton super pouvoir, avant que tu finisses ta phrase, le premier truc qui m'est venu, c'est l'adaptabilité. Enfin, en gros, pour moi, c'est le truc dont je suis, je pense, le plus fier, c'est que je sais réagir à des situations de la vie, je saurais toujours rebondir. Je vais pas te faire l'offense de te dire la résilience, mais plus l'adaptabilité dans le sens où c'est pas forcément que des choses qui m'arrivent qui sont pas prévues où je rebondis, mais c'est que des fois je vais choisir finalement de changer de voie ou de faire quelque chose de différent. Ça m'est arrivé beaucoup dans ma vie, tu vois, par exemple d'aller dans un nouveau pays, de devoir rebondir suite à un changement pro ou un changement perso. Et j'ai eu tellement l'habitude de le faire aujourd'hui que je me sens vraiment capable, tu vois, de pouvoir dans n'importe quelle situation faire de mon mieux pour arriver à me sentir bien et à faire en sorte, tu vois, d'être au bon endroit, quelles que soient les situations que la vie va pouvoir finalement me donner, tu vois. Ça paraît peut-être un peu prétentieux dit comme ça, mais aujourd'hui, je pense, enfin, tu vois, j'ai pas vécu non plus des trucs incroyables. Mais si je dois te donner un exemple tout bête, enfin, quand j'ai fini mes études, je suis parti faire un peu du volontariat au Népal et je suis allé vivre du coup à Katmandou pendant plusieurs mois. Moi, je m'en souviendrai toujours, mais jour 1, j'avais pris un aller simple pour Katmandou. Enfin, tu vois, c'est des choses qui sont quand même pas anodines, je trouve. Premier jour où je suis arrivé à Katmandou, je me suis senti chez moi alors que t'es dans un monde complètement différent. Et jour 1, ben j'étais ok, c'est ça ma nouvelle vie, let's go. Tu vois, pas le temps de tergiverser. On a des expériences à vivre, donc ben maintenant action quoi. C'est voilà. Et pareil quand j'ai su que j'allais être, quand j'ai su que j'allais être papa, c'est ok, le switch il s'est fait automatiquement. C'est ok mec, ta nouvelle vie maintenant c'est que t'es un daron, donc bah réfléchis en conséquence. Tu vas apprendre sur le chemin. Il y a des choses que tu sais pas exactement faire, c'est pas grave. Enfin ça va aller. Par contre, dans ta tête, t'es une nouvelle personne par rapport à ça. Dans ta tête, il y a 10 ans, t'étais népalais pour une durée indéterminée. Là, t'es papa à vie. Et genre, c'est des switches qui se font. Et ça, je sais que je sais bien les gérer, tu vois. Et c'est des choses qui sont compliquées pour beaucoup de personnes qui ont d'autres qualités que j'ai pas. Mais moi, en tout cas, j'ai celles-ci que eux n'ont pas forcément. Et c'est vraiment cette capacité à changer de peau. Ouais, il y a ce côté-là de fou, mais c'est lié aussi, tu vois. Enfin, moi, j'adore les langues étrangères. J'ai vécu dans pas mal de pays et à chaque fois, je faisais en sorte d'apprendre la langue. Alors, je vais pas te dire que je parle à chaque fois toutes les langues hyper bien, mais j'ai en tout cas à chaque fois appris une version de survie de langues de pays dans lesquels je bossais. Ou vécu. J'ai vécu au Brésil, j'ai appris le portugais. J'ai vécu en Hongrie, j'ai appris l'hongrois. J'ai vécu au Népal, j'ai appris le népalais. En Espagne, j'ai appris l'espagnol. En Allemagne, j'ai appris l'allemand. Enfin, tu vois. Et aujourd'hui,
tout se mélange un peu. Et si tu faisais une interro tout de suite, je serais probablement très nul, notamment en népalais, en portugais, parce que j'ai tout oublié. Le portugais se mélange vachement avec l'espagnol, c'est un enfer d'avoir les deux en parallèle. J'ai jamais réussi d'ailleurs à parler les deux en parallèle. Pour le coup, espagnol, je parle très bien espagnol. Portugais, je parlais très bien à une époque, mais faire les deux en même temps, ça se ressemble tellement que, enfin, en tout cas, je mélange tout. C'est genre mon cerveau, il arrive pas à faire les deux d'un coup. Donc, il faut forcément que j'en laisse une de côté pour que l'autre puisse se développer. Et puis, tu vois, népalais, hongrois, c'est des langues que j'ai réussi à apprendre pour avoir un niveau qui me permettait, si tu me laisses dans un village paumé au fin fond du pays, de retrouver ma route, de pouvoir manger, dormir, me présenter, compter, enfin voilà, du basique au basique. Et en fait, de savoir faire ça, je pense que c'est ça qui m'a aidé aussi. Enfin, de mettre dans une, dans une peau de, comme tu disais, caméléon tout à l'heure, ça fait un peu, voilà, mais caméléon, c'est, j'arrive dans un pays, j'ai envie, et c'est mon style, par exemple, de voyage aussi, de pouvoir m'imprégner de la culture et pouvoir me fondre aussi dans la masse. J'aime bien cette idée de pouvoir, dans l'adaptabilité, t'as ça. T'as cette capacité, en fait, à pouvoir devenir comme les autres très rapidement, de te fondre dans un moule, mais dans un moule que tu as finalement choisi. Donc, le moule principal que nous a donné ce monde, tu vois, avec une vie pro qui est censée être plutôt le salarié et tout ça, j'ai pas réussi à me fondre dedans. Enfin, en tout cas, j'ai pas voulu avoir cette adaptabilité-là. Je pense que s'il le fallait vraiment, bah, je pourrais me réadapter demain à ce monde-là, mais on a quand même le choix dans la vie, on a la chance d'avoir ce choix-là. Par contre, quand je choisis un autre moule, derrière, j'arrive à bien m'adapter dedans. Et ça, ouais, et ça, c'est une force que je pense que je travaille aussi au quotidien parce que ouais, même avec, tu vois, les arts martiaux, le fait de enfin, les arts martiaux, tu te fais déglinguer tout le temps. T'es obligé de t'adapter. Tu vois, tu peux pas arriver face à un adversaire et te dire je vais faire exactement ça. Tu peux avoir un plan de jeu, mais la réalité c'est que tu vas devoir t'adapter en continu. Enfin, tu vois, c'est bête aux échecs. Moi, j'ai beaucoup joué aux échecs aussi. C'est pareil. T'as ton plan de jeu, mais la vie va pas te laisser dérouler ton plan de jeu exactement comme tu l'as prévu de toute façon. Donc, si t'as pas cette capacité d'adaptation, t'es foutu en fait. Tu vas être très très triste. C'est vraiment une histoire d'attitude, je trouve. Sur finalement, est-ce que la langue est une barrière ou est-ce que, bah, même si c'est pas parfait, je me lance quand même. Et c'est ce qu'on retrouve aussi dans la philosophie de l'entrepreneur, tu vois, sur, bah, j'ai peut-être pas toutes les clés, mais en tout cas, j'ai envie de me faire comprendre. J'ai envie d'y aller, j'ai envie de jouer, en fait. Et ça se passera certainement pas comme je l'ai prévu, mais c'est justement ce qui fait que c'est rigolo. Aujourd'hui, tes prochains challenges, ceux qui vont te demander de te réinventer dans les prochains mois. De me réinventer, ben, ça va être de continuer le développement du programme parce que là j'arrive à la fin d'une énorme phase de production où j'ai sorti beaucoup de vidéos, beaucoup de cours en ligne et là maintenant ça va être de bosser à fond sur la communication, de continuer à créer une expérience de fou pour les personnes qui sont à l'intérieur, de faire de l'acquisition également et notamment à travers un challenge. Donc mon challenge ça va être un challenge où je vais essayer d'aider un max de monde à pouvoir tester un petit peu mes méthodes à travers un challenge gratuit que j'organiserai, je pense, courant de l'été. Voilà. Et c'est globalement ça. Et puis après, ça va être de profiter à fond des vacances d'été avec la satisfaction d'avoir une machine qui tourne en continu en fil rouge, de pouvoir profiter, de déconnecter un petit peu et de savoir qu'en septembre, j'aurai normalement des leads tout chauds qui seront prêts grâce à une machine bande. Trop bien. Alors pour finir, est-ce que tu as un nom à balancer d'une personne que tu aimerais que je reçoive? Oui, bah j'adorais. Alors, je suis un mec sympa. Je vais même te donner plusieurs noms, des personnes que tu connais forcément et que tu apprécies en plus, j'en suis sûr. Moi, j'adorerais entendre Emma Abi. J'adorerais entendre Priscille Mahé également. Voilà, je te donne ces deux noms-là, là tout de suite. Trop bien. Priscille qui m'a filé un coup de main justement sur la mise en place de la plateforme pour mon propre bootcamp. Et Priscille qui m'a Et aidé et accompagné sur mon programme justement et sans qui ça ne serait pas sorti aussi vite. Donc bah voilà, tu vois, fais venir Priscille. yes. On en parlait tout à l'heure justement, les énergies qui circulent entre entrepreneurs. On mettra ses coordonnées dans la description de l'épisode. Les gens qui nous ont écoutés jusqu'ici, pour quelles raisons et de quelle manière ils peuvent te retrouver? Alors, plusieurs choses. Si vous voulez du contenu sérieux sur l'inbound marketing, donc il y a toutes les ressources gratuites sur le site jamesinbound.com. Vous pouvez également me retrouver directement de l'autre côté du programme pour 1 an avec moi pour développer votre machine avec des cours en ligne, des lives, une communauté, des exemples, des tutos, tout ce qui va bien. Si vous avez plutôt envie d'être sur le délire freelancing,
Vous pouvez me suivre sur LinkedIn où j'aime beaucoup parler de freelancing et de faire un peu des blagues. Voilà, enfin on passe un bon moment généralement. Et vous pouvez surtout aller retrouver la newsletter Merlan Free où là il y a des conseils actionnables pour les freelance solopreneurs. Plus de 50 éditions déjà qui sont sorties et une édition une fois un vendredi sur deux. Si vous voulez quelque chose de plus léger, puis un peu plus perso, même si je viens de l'expliquer dans l'épisode, je partage pas trop toute ma life, mais vous pouvez me retrouver sur Instagram, cedrico.costa. Parfait. Et vous pouvez écouter le podcast Shortcut cas, aussi pour le freelancing, j'avais oublié ça. La newsletter Pépite, j'ai commencé de mon côté avec le programme Machine Inbound 101 et c'est vrai que ça m'avait bien aidé au lancement justement avant de basculer sur l'accompagnement d'après. Dans tous les cas, bon, je suis quand même un gros fan de ce que tu fais, Cédric, parce que ouais, il y a un truc qu'on n'a pas dit, mais le gros shift que ça m'a permis tes formations, c'est pas de me positionner du point de vue de qu'est-ce que je fais, penser depuis les chaussures du client. Et en fait, ça change complètement la philosophie de la prospection de la vente. Je me laisse découvrir plus que je vais aller pousser quelque chose à quelqu'un qui n'en a pas besoin. Et ça a été un gros shift, en tout cas, de mon côté, sur la perception de la vente. Il y a aussi cette capacité à se dire, on rééquilibre un petit peu la relation. Et est-ce que si moi-même j'étais mon propre client, est-ce que je me ferais confiance tout bêtement? Et il y a un truc de l'ordre un petit peu de la dissociation qu'on retrouve pas mal en PNL. Et ça a été une grosse aide pour moi, en tout cas, sur l'approche du marketing. Merci pour tes mots, ça fait plaisir et c'est exactement ce que je cherche à faire obtenir aux personnes que je peux accompagner, quel que soit le format, d'arriver à finalement avoir une approche de communication qui leur ressemble bien et qui leur permette de se mettre dans la peau de leurs prospects. Parce qu'il y a que comme ça finalement qu'on peut arriver à créer des connexions long terme avec nos prospects qui deviendront du coup demain nos clients. Clairement. Et justement, en parlant de demain, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter demain, dans les semaines, les mois, les années à venir? Alors vous pouvez m'envoyer des bonnes ondes et vous pouvez me souhaiter de continuer à faire les choses étape par étape en étant dans le présent. Vous pouvez me souhaiter de la douceur parce que j'ai pas envie de me faire trop violence. La vie est suffisamment compliquée, il y a suffisamment d'épreuves à gérer au quotidien. Vous pouvez me souhaiter peut-être un peu plus de clients dans le programme là tout de suite quand on en parle parce que ça me permettra de pouvoir voir venir financièrement et de pouvoir pouvoir développer le truc et de le faire aller encore plus loin. Vous pouvez me souhaiter d'être meilleur en jiu-jitsu brésilien parce que franchement je suis vraiment une quiche et je me fais exploser à chaque fois que je vais m'entraîner. Et puis voilà, c'est déjà pas mal, hein, franchement on est bien. Puis la santé, puis vous pouvez me souhaiter de continuer chaque jour à me souvenir de la chance que j'ai au quotidien. Voilà, ça c'est hyper important. Voilà, petite pratique de la gratitude. Trop cool. Alors on te souhaite beaucoup de gratitude et beaucoup de douceur au jiu-jitsu brésilien. En tout cas, merci Cédric d'avoir répondu à l'invitation. Merci pour ta transparence et pour tes réponses. C'était vraiment un gros bon moment. Merci beaucoup à toi, puis à très vite. Nous, on se revoit vite. Et salut tout le monde, merci de nous avoir écoutés. Tu viens d'écouter l'épisode numéro 3 de Mindset. C'était Cédric Costa qui nous a parlé de son parcours et de la manière dont il dessine sa voix au fur et à mesure. Tu pourras retrouver toutes ses coordonnées en description de l'épisode. J'espère que tu as passé un bon moment et que l'épisode t'a donné des clés et des idées à exploiter dans ta vie et dans ton business. La semaine prochaine, je recevrai Bettina Sertori qui nous parlera de ghostwriting ou comment elle écrit les posts pour les CEO sur les réseaux sociaux et aussi de nomadisme digital. D'ici là, tu peux venir papoter avec moi par mail, sur LinkedIn ou sur Insta et me laisser un avis ou un commentaire. D'ici là, je te souhaite une excellente semaine et je te dis à la semaine prochaine.